Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Aujourd'hui, Lucas est tenté de se trouver des excuses. Si seulement ce chien n'avait pas traversé. Si seulement je n'avais pas suivi cette voiture d'aussi près. Mais au fond de lui, il sait que le problème est ailleurs. Pourtant, au début de l'été, tout s'annonçait plutôt bien. Un job le soir au restaurant de son oncle. Puis 2 semaines de vacances en août avec Pauline. Et la fac en septembre. Mais Lucas a raté son permis de conduire. En attendant de le repasser à la rentrée, il a décidé de rouler sans, en espérant que tout se passe bien. L'accident a été violent. Lucas et l'autre conducteur ont été emmenés aux urgences. Mais comme Lucas conduisait sans permis, son assurance s'est retournée contre lui. Il doit rembourser les frais d'hôpitaux et les dommages matériels de l'autre conducteur. Chaque mois, 200 € seront prélevés sur ses revenus pendant 15 ans. Et maintenant, Lucas est convoqué au tribunal correctionnel. Il est condamné à 2 mois de prison avec sursis. Cette condamnation est désormais inscrite à son casier judiciaire. Pourtant, cet été encore, tout s'annonçait bien. Lucas donnerait tout pour revenir en arrière. Comme beaucoup, Lucas sous-estimait les risques qu'il prenait en conduisant sans permis. Et vous, les connaissez-vous réellement? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Avocat au barreau de Paris, j'ai une activité dans la défense des victimes d'accidents et d'agressions et j'interviens donc exclusivement aux côtés des victimes. Je ne suis jamais côté assureur, par exemple. On parle de victimes d'accidents de la circulation, on parle de victimes d'agressions corporelles ou psychiques, on parle de victimes d'accidents du travail. Un accident, une agression, c'est un événement qui vous arrive à un moment de votre vie, quelque chose qui n'était pas prévu et qui implique la responsabilité de quelqu'un. Ça peut être un chauffard qui va percuter votre voiture, ça peut être, alors que vous êtes piéton, quelqu'un qui va aussi vous renverser, ça peut être quelqu'un qui va vous agresser pour une raison X ou Y, ça peut être un accident ou un incident qui va arriver sur votre lieu de travail. C'est quelque chose qui n'était pas prévu et qui, selon certaines règles de droit, permet d'obtenir une indemnisation, le plus souvent par le responsable ou par son assureur. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, il existe un système de fonds de garantie qui permet, dans certains cas, d'obtenir une réparation. Alors, la réparation du préjudice corporel est une matière très technique dans laquelle on n'est pas accompagné par les assureurs, par exemple. Quand vous êtes victime d'un accident de la circulation, il y a 2 assureurs qui sont en jeu le plus souvent, votre propre assureur et l'assureur du conducteur responsable. Et votre propre assureur est censé, de par la loi, vous conseiller, vous accompagner dans les relations avec l'autre assureur. Ce qu'on constate le plus souvent, c'est que les assureurs ont plus d'intérêts communs qu'ils n'ont d'intérêt avec les victimes, et que donc la victime ne trouvera pas une écoute et un conseil qui lui permettrait d'obtenir une indemnisation adéquate au préjudice qu'elle a subi. Ce qu'on conseille, nous, c'est de s'adresser à un médecin spécialisé dans la défense des victimes, à un avocat qui a une expérience dans cette matière, parce qu'on est sur une matière compliquée, beaucoup de courriers, de démarches administratives, des documents justificatifs à récupérer. Bien des gens n'ont pas idée de à quoi cette indemnisation va correspondre en réalité. Est-ce qu'on va indemniser le côté professionnel, le fait que je travaille plus ou plus de la même façon? Quelles sont les souffrances qui sont indemnisées? Qu'est-ce que je peux recevoir comme montant? Parce que c'est une question qui revient souvent et les assureurs ont naturellement tendance à vous dire que ce qu'ils vous proposent est le montant qui doit être proposé dans cette configuration-là. Et c'est lorsque nous, on voit arriver dans nos cabinets
des victimes qui ont reçu des offres d'assureurs alors qu'elles n'étaient pas assistées par un avocat, on s'aperçoit que l'assureur a un petit peu pris ses aises, qu'il a occulté une partie du préjudice, qu'il a fait des propositions indemnitaires qui sont très en deçà de ce que la personne devrait recevoir. C'est un chemin compliqué, et parce que c'est un chemin compliqué, il faut être guidé à chaque étape. Il y a des expertises médicales, on peut avoir besoin d'aller devant un tribunal, ou on peut être dans une démarche amiable avec un assureur. Et à chaque étape, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous accompagner. La plupart des gens consultent Internet. Certains avocats ont des sites Internet, d'autres non. Il faut être honnête, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Le contact avec un médecin fait qu'il va vous diriger vers un des avocats avec qui il travaille, vice-versa. Malheureusement, beaucoup de victimes ont du mal à savoir à quelle porte frapper. Et puis aussi, ils n'ont pas l'information que c'est nécessaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont dans l'idée qu'ils vont négocier avec l'assureur, que ça va se passer tout à fait correctement et qu'ils n'ont pas besoin de conseils. Dans certains cas, c'est vrai. Dans la majorité des cas, ce n'est pas vrai. Parce qu'un assureur, il est là, c'est l'objet de l'assurance, pour indemniser à minima. Lorsque nous, avocats, nous parlons de dommages corporels, il y a deux sphères différentes qui sont concernées. Un aspect qui est strictement économique, qui est en général un aspect important, c'est-à-dire les pertes de revenus, les difficultés au travail, avec parfois la perte de l'emploi, la difficulté à retrouver un emploi, ou simplement pour les gens qui auront conservé leur emploi, un handicap résiduel qui fait qu'ils vont avoir une pénibilité, qu'ils vont rentrer chez eux fatigués, qu'ils vont rentrer chez eux en ayant mal tous les jours. Ça, c'est des choses qui doivent être indemnisées, à condition bien sûr que ça existe d'une part, et à condition aussi qu'on ait préparé le dossier en amont pour pouvoir mettre tout ça en avant dans le cadre du processus d'expertise. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'une aide quotidienne parce que du fait de leur handicap, ils ne pourront plus faire leurs courses, ils ne pourront plus faire le ménage chez eux, ou même pour des handicaps plus conséquents parce qu'ils ont besoin d'une infirmière à domicile ou de quelqu'un qui va venir les voir tous les jours pour leur faire à manger, pour les aider à s'habiller. Donc, tout ça, c'est quelque chose de strictement économique, qui se quantifie, qui s'évalue par des méthodes de calcul, qui sont des méthodes complexes, qui nécessitent des connaissances juridiques. On s'appuie sur des rapports de médecins qui sont des médecins spécialisés, qui évaluent les besoins des victimes, qui évaluent en quoi un impact professionnel est un impact important, quels sont les gestes que la personne peut continuer à faire, quels sont ceux qu'elle ne pourra plus faire. Est-ce que cette personne qui est maçon, par exemple, s'il ne peut plus s'agenouiller, s'il ne peut plus porter de charges lourdes, va pouvoir continuer à exercer son travail? Vraisemblablement, la question va se poser. Voilà, donc ça c'est l'aspect strictement économique. Et puis vous avez l'aspect personnel, le handicap en lui-même, qui se quantifie également avec des espèce de petites notes sur 7, avec des pourcentages, avec des périodes de temps qui vont être évaluées par les médecins, avec un impact sur sa vie en termes de souffrance, en termes de cicatrices par exemple, en termes d'activité de loisirs qu'il ne peut plus avoir. La personne dont je vous parlais tout à l'heure qui est blessée au niveau des genoux, si elle pratiquait le football le week-end avec des amis, ça risque de devenir compliqué. C'est aussi un aspect de l'indemnisation. Mais tout ça, ça ne s'invente pas d'emblée. Les gens n'ont pas forcément l'idée d'en parler. C'est l'objet du premier rendez-vous à mon cabinet. En général, je leur fais un portrait de l'indemnisation auquel ils pourraient avoir droit et ils me font part de toute une série de problèmes que spontanément ils n'auraient pas abordés parce qu'ils n'avaient pas l'idée que ça pouvait être matière à indemnisation. Les modalités d'indemnisation, les modalités purement techniques évoluent sporadiquement, mais pas là, ça fait plus de 10 ans qu'on est sur quelque chose qui est relativement fixe en termes de manière de raisonner. Le prix de la souffrance, le pretium doloris, c'est le premier réflexe de toute personne qui a eu un accident, de dire je souffre, je veux une indemnisation. Donc c'est ce qui a d'emblée toujours existé. Ce qui se greffe autour, c'est de voir comment par-delà les souffrances physiques et psychiques, on indemnise un accident
Le principe en droit français de l'indemnisation de l'accident, c'est qu'on cherche fictivement, avec de l'argent, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, on cherche fictivement à remettre la personne dans l'état dans lequel elle était avant l'accident. C'est-à-dire qu'on va compenser toutes les conséquences de l'accident de façon financière. Donc les conséquences personnelles, les conséquences économiques, on aborde tout. On met une somme d'argent en face de chaque aspect du préjudice et à l'arrivée, cette masse globale s'appelle des dommages et intérêts. La majorité des cas, l'auteur de l'accident, le responsable de l'accident est identifié. Là, il peut arriver, enfin le plus souvent il est assuré, si on parle d'un accident de la circulation, les assurances sont obligatoires. Donc, malheureusement, il y a des gens qui ne respectent pas cette obligation légale, mais dans la majorité des cas, on a un assureur à qui parler, et heureusement, parce que les indemnités peuvent être parfois conséquentes, et on ne peut pas attendre d'un conducteur responsable d'un accident qu'il indemnise sur ses propres fonds sa victime. On ne serait pas sur un système qui serait sain, et ça aboutirait en fait dans la réalité à ce que les victimes ne soient pas indemnisées ou très mal indemnisées et qu'elles doivent multiplier des démarches complètement folles pour obtenir quelques sous de leur agresseur ou du conducteur responsable. Donc justement, il y a ce système d'assurance, et lorsque soit il y a un accident avec délit de fuite par exemple, soit on a affaire à un conducteur pas assuré, quand on est sur un système d'accident de la circulation, mais ça peut être aussi une agression physique avec un agresseur non identifié qui vous donne des coups de couteau et qui s'enfuit, ou un agresseur identifié mais dont on soupçonne qu'il n'aurait pas du tout les moyens d'indemniser la victime. Donc dans tous ces systèmes-là, la législation française est très bien faite puisqu'elle a prévu un système d'indemnisation par fonds de garantie, c'est-à-dire qu'on a un système d'indemnisation public avec de l'argent qui est récupéré par les assureurs qui financent indirectement ce fonds et qui permet d'indemniser les victimes avec les mêmes règles que lorsqu'un assureur est présent. On applique tout ce que je viens de vous indiquer, mais l'argent n'a pas la même provenance. La seule chose, c'est que la victime a la garantie de pouvoir être indemnisée. La loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation met à la charge des assureurs un certain nombre d'obligations. Quelqu'un qui va être victime d'un accident de la circulation va, dans les semaines qui suivent, recevoir un premier courrier au minimum de son assureur disant « Voilà, vous avez droit à une indemnisation, voilà un questionnaire à remplir, dites-moi ce que vous avez ». Et les choses vont commencer comme cela. C'est un questionnaire d'ailleurs qui est à considérer avec une certaine circonspection, parce que les assureurs, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ne sont pas foncièrement altruistes, ils ont cette obligation légale-là, et leurs questionnaires sont parfois un petit peu orientés. Par exemple, on demande à la victime de diagnostiquer elle-même ce qu'elle a, on ne lui demande pas un dossier médical, on lui demande de remplir elle-même les pathologies qu'elle a, et elle n'a pas plus d'une ligne et demie pour expliquer ce qu'elle a, donc il faut faire attention surtout, et il ne faut pas hésiter à ne pas donner trop de détails, à dire on verra, à dire voir mon dossier médical, à éluder un petit peu les questions, parce qu'en réalité ce questionnaire n'a pas véritablement lieu d'être, il n'est pas prévu par la loi, c'est une manière pour les assureurs de se renseigner, et ça c'est bien normal, sur ce qu'ils auront indemnisé. Mais chez certains assureurs, on a trouvé des questionnaires qui se terminaient par plusieurs cases, et l'une de ces cases c'était je n'ai pas été blessé ou je ne souhaite pas être indemnisé. Et la Cour de cassation a dit que si la victime, même grièvement blessée, avait coché une case indiquant qu'elle ne souhaitait pas être indemnisée, elle ne pourrait plus l'être ensuite. Donc il y a une forme de prudence à avoir lorsqu'on a un contact avec un assureur. Mais là, l'assureur au moins doit vous contacter. Si vous êtes victime d'une agression, enfin d'un accident de la circulation avec délit de fuite, par exemple, personne ne va venir vous chercher. Lorsque vous déposerez plainte à la police, on vous informera, on vous remettra un formulaire avec quelques informations que beaucoup de gens ne lisent pas, ou mal, ou ne comprennent pas. Et là, il y a des démarches à faire, et des démarches à faire rapidement, puisque un fonds de garantie, ça se contacte dans les 3 ans de l'accident. Ça va très vite, 3 ans, lorsqu'on est blessé physiquement. Et au-delà de 3 ans, on n'a plus droit à cette indemnisation par la solidarité nationale. On a des victimes qui sont dans des régimes juridiques différents, en plus, qu'elles ne sont pas
elle-même capable d'appréhender, et c'est pour ça que moi j'aurais tendance à considérer au minimum de prendre un conseil, soit auprès d'un avocat, soit auprès d'un médecin spécialisé dans la défense des victimes, soit auprès d'une association, mais auprès de quelqu'un qui peut au minimum donner une direction. Les gens manquent d'une boussole, c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher au départ, c'est une information. Après, ils demandent une aide, après ils demandent des conseils, après on les guide, mais au départ ils ne savent juste pas où s'adresser. Malheureusement, plus le dommage est important, plus les démarches vont être longues. Quelqu'un qui, effectivement, parce qu'il aura été très peu blessé, acceptera la première offre d'indemnisation, son dossier va durer 2-3 mois grand maximum. Mais la majorité des gens qui viennent nous voir sont des gens qui ont réellement eu des dommages physiques ou psychiques conséquents, qui nécessitent qu'on s'intéresse à leur cas. Le simple fait de constituer leur dossier peut prendre plusieurs semaines. Il y aura des échanges avec l'avocat, il y aura des démarches parallèlement auprès des organismes payeurs. Donc on part sur des dossiers qui, selon les gens, vont durer de 6 mois à plusieurs années, avec ce paramètre important qu'on ne peut indemniser les gens que lorsque leur état est stabilisé. Ça veut dire que tant que leur état est évolutif, tant qu'ils sont en soins, tant qu'ils alternent entre chez eux et l'hôpital, tant que leur état est susceptible de s'améliorer, on ne peut pas avoir une indemnisation définitive. On peut leur obtenir un certain nombre de choses, on peut leur avoir des avances sur l'indemnisation, mais quelqu'un qui va rester pendant 3 ans en soins, son dossier va être en suspens pendant cette période-là, même s'il y a un travail qui est fait par les médecins, par les avocats pour préparer la suite. J'ai une activité qui concerne les victimes en général, donc ça recouvre effectivement pas mal de domaines, ça recouvre, on a parlé du droit de la responsabilité, du droit du dommage corporel, du droit des assurances, mais aussi du droit de la sécurité sociale, si on parle des victimes d'accidents du travail, si on parle des victimes de maladies professionnelles, et ça recouvre aussi le droit administratif, puisqu'en France, on a une distinction entre le droit qui concerne les personnes publiques, le droit administratif, et le droit qui concerne tout le reste des citoyens, qui est le droit privé, et avec un juge qui est un juge différent. Donc, les instances ne sont pas les mêmes, c'est ça ? Les instances ne sont pas les mêmes. Vous êtes victime d'un accident médical dans un hôpital public, vous n'avez droit qu'à être indemnisé par le juge administratif. Vous êtes victime du même accident médical dans une clinique ou au cabinet d'un médecin de ville, alors vous n'avez accès qu'au juge judiciaire. Ce n'est pas les mêmes procédures, ce n'est pas forcément la même indemnisation, ce n'est pas forcément la même durée non plus. Donc, ce qu'on voit en termes d'évolution, c'est que sont apparus des contentieux, plus la médecine devient complexe et plus les questions de responsabilité médicale le deviennent aussi. On a vu des médicaments qui causaient des effets extrêmement graves sur les gens avec des laboratoires pharmaceutiques impliqués. Il y a ces aspects-là, il y a des pathologies dont on découvre petit à petit à quel point l'exposition à tel et tel produit est nocive. Alors on connaît bien l'amiante maintenant, mais se posent des questions aujourd'hui sur des expositions à des produits chimiques, tels les pesticides par exemple. Qu'est-ce que ça va avoir comme implication dans les années qui viennent? C'est une matière qui est encore un peu floue, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, où peut-être même ils avancent plus vite que nous sur ces questions-là. Il y a aussi, si on parle du monde du travail, quelque chose que je vois beaucoup en ce moment, ce sont les pathologies psychiques, avec des gens qui qui sont en état de grande souffrance psychique, soit à la suite d'un harcèlement de leur employeur, soit à la suite d'un surmenage, d'un burn-out, soit parce que leurs conditions de travail leur mettent une pression telle qu'elles en conçoivent une souffrance. Quelquefois l'employeur est responsable, quelquefois non, mais on a affaire à des gens qui sont parfois dans des états de santé très graves, avec parfois même des dangers pour leur vie, et des incapacités qui peuvent être permanentes. Ça, c'est quelque chose que je vois arriver énormément depuis quelques années. J'applique mes compétences à tous ces domaines-là. Effectivement, on explore constamment des nouveaux domaines avec des grilles d'analyse qui sont différentes, mais qui ont toutes la même préoccupation à un moment donné, qui est que dans
dans ces matières-là, on prenne en compte les intérêts de la victime. On indemnise cette personne-là par rapport à ce qu'elle a subi, elle. Et il faut sensibiliser aussi bien les juges que les assureurs, que tous les interlocuteurs qu'on peut avoir au sort de cette personne. La particularité de l'indemnisation des victimes, c'est que chaque personne est dans une situation différente, chaque personne a une sensibilité différente, chaque personne a un vécu différent. Et notre travail à nous, c'est vraiment de restituer fidèlement à un juge, à un organisme payeur, ce qu'est cette personne et quelle est sa situation suite à l'accident ou l'agression dont elle a été victime. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour prendre des renseignements. Ça va dépendre de la préoccupation première des gens qui viennent nous voir. Quelqu'un qui s'apprête à rencontrer un expert d'assurance va se dire, et il aura raison, il vaut mieux que j'évite d'y aller tout seul parce que ce médecin qui est payé par l'assureur sera peut-être pas d'une objectivité totale vis-à-vis de moi. Il vaut mieux que j'ai un médecin qui me conseille et qui m'accompagne. Donc cette personne va d'emblée aller voir d'abord un médecin. Et puis il y a quelqu'un qui va être inquiété, là aussi peut-être à juste titre, de savoir à quelle porte frapper. Est-ce que je dois faire un procès? Est-ce que le conducteur responsable ou mon agresseur va être jugé par un tribunal? Et cette personne va aller voir un avocat qui lui-même va le mettre en contact avec un médecin. Donc peu importe en réalité du moment qu'on ne reste pas seul. La pire chose qu'une victime puisse faire lorsqu'elle est victime d'un accident, c'est de rester complètement seul, sans rechercher des sources d'informations. Très souvent, Internet est un premier pas. Il faut toujours se méfier un petit peu. Il y a de très bonnes sources d'informations sur Internet, mais pas que. Et à un moment donné, il faut toujours se rapprocher d'un professionnel parce que, ne serait-ce que pour être pris en main, pour avoir des informations plus fiables, et parce que de toute façon, on est sur un parcours à étapes, un parcours d'obstacles vraiment. Et les victimes, les gens qui viennent me voir sont en général soulagés à un moment donné juste de laisser leur papier chez quelqu'un. Juste ça, juste de dire voilà, maintenant je le mets entre vos mains, vous me tenez au courant, vous me guidez, mais je ne vais plus être seul. Souvent c'est le bouche à oreille et Internet, ou un médecin, ou une association. Mais il y a des gens qui viennent effectivement d'emblée sans avoir eu un interlocuteur préalable. Et oui, les demandes sont toujours un peu les mêmes. À quoi j'ai droit? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est normal qu'on me demande ça? Voilà. Et puis, c'est souvent des schémas qui se répètent. Il faut leur donner les réponses. Moi, j'ai tendance à donner trop d'informations, vous avez pu le constater aujourd'hui, pour qu'elles retiennent l'essentiel, pour qu'elles soient renseignées au moins une fois complètement, parce que vraiment, vraiment, on est sur des matières compliquées, sur des gens qui sont perdus. On peut avoir un accident très grave sans avoir les moyens intellectuels ou physiques de se faire indemniser. On ne peut pas faire ça seul. Il a détruit une vie, 4 vies. Je me lève le matin avec ce mal et je me couche avec toute la journée, j'ai mal au dos. Des fois, c'est vrai que j'ai envie de me flinguer, on va dire, parce que j'en ai marre quand j'ai vraiment trop mal. Il s'appelle Christophe, Gracieuse, Frédéric. Tous ont le point commun d'être passés entre les mains d'un chirurgien orthopédique de Grenoble. Aujourd'hui, il porte plainte contre ce praticien pour non-suivi post-opératoire, erreur chirurgicale, défaut de prise en charge. J'ai eu aucune information, aucune. Je ne l'ai pas vu pendant le temps où j'ai été opérée. Je vous dis, j'ai fait sa connaissance dans le cabinet de l'expertise. Frédéric Bagalino, elle, s'est fait opérer en 2009. Après de nombreuses infections post-opératoires, elle a dû être amputée. Ça fait 10 ans, mon quotidien, c'est hôpital, centre de rééducation, intervention, échec, antibiotiques, une vie d'hôpital, une vie d'amputée maintenant, une vie à reconstruire. Il y a 2 ans, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère donne l'alerte. En 2013 et 2014, l'organisme constate des erreurs médicales dans 54 dossiers impliquant le chirurgien. Le défaut absolu de précaution préopératoire de ce chirurgien
constitue, à notre sens, une faute pénalement répréhensible qui mérite la radiation définitive de ce chirurgien. L'avocat du chirurgien refuse que son client soit mis en cause pour ses actes chirurgicaux. Il évoque plutôt des erreurs administratives. Si vous prenez dossier par dossier, vous verrez qu'il n'y a que très peu de dossiers liés directement à des actes chirurgicaux. C'est souvent des défauts d'information ou des problèmes administratifs. Il faut voir si le défaut d'information du patient avant l'opération est à l'origine du handicap dont il se plaint aujourd'hui. Pour autant, au début de cette année, le Conseil de l'Ordre des médecins décide de suspendre ce chirurgien. 3 ans, dont 18 mois avec sursis. Aujourd'hui, plusieurs instructions judiciaires sont en cours. D'autres plaintes devraient être déposées prochainement. Ce sera donc à la justice de faire toute la lumière sur les faits qui sont reprochés à ce médecin. Le médecin de victime, il est sollicité justement suite à un accident corporel. Notre rôle, c'est d'évaluer le dommage qu'a subi la victime et qu'il soit réparé. C'est que finalement, compenser tout ce qu'il a perdu, l'handicap, les séquelles qu'il a pu avoir et autres. Maintenant, en matière de réparation du dommage corporel, les choses ont changé, justement. Elle est bien cadrée en France et elle obéit à une certaine réglementation, une certaine procédure, de telle sorte que l'assureur, il ne peut pas faire n'importe quoi, donc il doit respecter un certain cadre et une certaine réglementation. C'est que nous constituons le dossier, nous évaluons ces séquelles. C'est à nous d'apporter la preuve que le dommage dont souffre la victime est en rapport avec l'accident. On se bat tout le temps contre cette difficulté, c'est que finalement la victime aboutit dans un premier temps aux urgences, au service des urgences, admettant, supposant le cadre d'un accidenté de la voie publique, et l'urgentiste dresse ce qu'on appelle les lésions initiales. Alors souvent il n'y a pas tout le temps pour, de façon exhaustive, mettre toutes les lésions. Et dépasser 2 semaines, alors ça c'est une règle, et elle ne sera pas reconnue. Je prends tout simplement un exemple. J'ai eu il y a 1 an une nageuse qui finalement a eu un accident de la voie publique. Pendant 1 mois, elle ne sortait pas de chez elle. Elle pouvait faire de la rééducation. Et en faisant un geste comme de bras, comme elle a l'habitude, elle a été arrêtée. Elle dit, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que dès le départ, on n'a pas pu mettre en évidence. Elle a fait une ERM, et puis elle a pu effectivement documenter une fracture qui n'a pas été signalée au départ. Et qui est important pour une nageuse qui faisait de la compétition. On n'a pas constaté la lésion de son épaule. Mais jamais, au grand jamais, on a pu reconnaître sa lésion. Pourquoi? Par le fait qu'elle a été dépassée ces 2 semaines. C'est vrai que maintenant, il y a une tendance, c'est de faire ce qu'on appelle un body scanner, un scanner de tout le corps pour faire un répertoire entier de tout le corps. Mais c'est pas aussi rare que ça. On passe à côté de pas mal de fractures au départ, et c'est en défaveur de la victime. Imaginez-vous la personne qui ne se plaint pas ou qui n'est pas au courant de ce qu'il a et qui n'a pas connaissance de ses droits, tout simplement. C'est très intéressant pour la victime elle-même d'être aidée dans cette démarche par un médecin qui effectivement connaît le corps humain, lui faire passer des examens pour documenter les lésions et pour apporter cette preuve-là, et puis pour qu'on puisse l'indemniser à la hauteur de son dommage. Et que nous, nous sommes médecins avant tout. Nous faisons tout pour qu'ils retrouvent, quand ils viennent nous voir, au départ, qui retrouvent le maximum de leur capacité pour qu'ils puissent reprendre leur travail ou même être reclassés dans l'entreprise. Souvent on voit arriver des gens avec un rapport. Déjà tout a été établi, ils ne sont pas d'accord. Et ils viennent nous voir après que le rapport d'expertise, enfin du conseil médical a été établi.
et ils veulent faire une contre-expertise. Ça, c'est total leur assurance, ils arriveront jamais. Et quand le rapport est fait, c'est franchement jouer d'avance, c'est extrêmement compliqué de rattraper le tir. Ils ont fait confiance à leur assurance. Quelquefois, ils leur font une offre dérisoire. Les victimes ne savent rien du tout, ils acceptent. Ils signent le papier et c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. On trouve toutes ces listes de médecins conseils dans toute la France. Il y a un médecin qui est prêt à accompagner ces victimes. Mais aussi un avocat qui est aussi spécialisé dans le dommage corporel. Le binôme, les deux, qui est un travail complémentaire et chacun a son importance, a ses prérogatives qui sont complémentaires, apportent une garantie pour que la personne rentre, soit réparée le plus juste possible.